Et oui, c'est déjà l'épisode numéro 3. On est sur une constance et sur une régularité depuis le début de cette série, c'est assez affolant. Alors je sais pas si ça va durer, mais ce qui est sûr, c'est que dans cet épisode-là, on va se booker le 11e mois de l'année. Le mois le plus important à la ECW. Parce que bien sûr, il y a les 4 Hardcore TV, mais il y a surtout November to Remember, notre saison finale, notée en above average en termes d'importance. Donc, il faut pas se rater. On va essayer de booker des shows bien constants, bien consistants, des choses qui retiennent l'attention des gens pour arriver au pay-per-view et avoir une hype et une hit sur nos storylines absolument démentes. On a des absents. Big Dick Dudley, qui apparemment est blessé, les Steiners qui bossent ailleurs ce soir, et des incidents backstage. Incidents impliquant Perry Saturn. On n'a pas beaucoup utilisé, peut-être d'ailleurs qu'on n'a même pas encore utilisé depuis notre arrivée. Il est arrivé très tard, cassant les codes du locker room. Petit staff overrace, il améliore pas son comportement. Très bien, pas de problème. Jerry Lawler et Terry Funk qui sont en rivalité. Et ben Jerry Lawler est amené à la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de payer sa note au bar. Et donc le juge Terry Funk l'a rendu coupable et sa sentence c'est de payer un coup à boire pour tout le monde. Eh ben oui, November tout boit un coup, bien sûr. Magnifique, merci monsieur Terry Funk et Jerry Lawler qui en plus améliore son comportement après cet incident. Donc c'est très bien. On va aller dans la Tri-State bien évidemment, faire de l'argent, continuer à gagner de la popularité dans la région où on est le plus populaire. Je boucle le show de mon côté, on en parle juste après. Ne bougez pas. Allez, on est parti pour le premier Hardcore TV de ce mois de novembre 1995, un mois qui, vous l'aurez compris, est extrêmement important pour nous à la ECW. On est devant un peu plus de 3700 pèlerins au CT Chase Arena, l'arena de prédilection de la ECW, en espérant qu'on change très vite pour une salle plus grande, pour amener encore un peu plus de peuple, ce qui signifierait qu'on est en train de progresser et de gagner de la popularité, mais avant ça, le Sandman, dans un segment qui nous fait 70, va arriver avec sa ceinture sur l'épaule, Woman à son bras. Il est toujours le champion de la ECW. Il a battu Jerry Lawler, Mikey Whipwreck et bien sûr Terry Funk en faisant le tomber sur Mikey Whipwreck, cet avorton, cet insecte, ce rat qui a essayé pendant des semaines et des semaines eh bien, de lui soutirer un match de championnat. Il l'a battu épinglé au centre du ring et en fait le Sandman fait le constat suivant, il a battu tout le monde au sein de la ECW et Rob Van Dam va se pointer. Rob Van Dam va se pointer en disant que c'est bien beau de battre Terry Funk, Mikey Whipwreck, Jerry Lawler, mais Rob Van Dam, il est venu à la ECW pour mettre de l'or autour de ses hanches et le Sandman n'a jamais affronté Rob Van Dam et ce soir, il le challenge dans le main event. Et le Sandman qui est forcément très confiant parce qu'il a battu les 3 plus grosses stars de la compagnie après lui, quand il voit Rob Van Dam arriver, tout pimpant, qui pense qu'il est capable de battre le champion, ça le fait un peu rire, et très confiant, le Sandman lui dit écoute gamin, prouve ton point dans le main event, ce soir tu seras ma 20e victime parce que je vais effectuer avec succès ma 20e défense de titre à 70 de rating pour débuter les opérations. Woman a été très bonne pour aller en dehors du script. Rob Van Dam a débuté sa gimmick, c'est plutôt above average, et le Sandman lui par contre a pas été très bon pour aller en dehors du script. Mais bon, ça fait 70, c'est un segment plutôt correct. Jason Knight face à Taz, Taz qui voilà, est frustré forcément parce que Taz il a pas ce qu'il veut, il n'est pas champion. Et donc dans ce match avec une bonne hit et du descent catch, bah, Taz va battre Jason Knight en 6 minutes 05 via stoppage quand Jason Knight, selon l'arbitre, ne sera plus capable de continuer. Performance de Taz de 59, faut imaginer que Taz il a mis des souplesses à n'en plus finir à Jason Knight, un souplesse city le truc, et Jason Knight complètement groggy qui a fait 3 tours sur lui-même, vu que l'arbitre ne pouvait pas continuer le combat. Derrière, Chris Benoit face à Psychosis. Là, c'est vraiment le match Style the Show de la soirée pour le championnat TV. Chris Benoit va défaire, dans un match qui est défini comme superbe, l'ami Psychosis. 11 minutes 43 de combat, format TV. Performance de 77 de Chris Benoit, 65 de Psychosis. Première défense du titre TV de Chris Benoit, qui va remporter le match avec le Diving Headbutt à 77. Grosse prestation. Derrière, Chris Benoit au micro, ça fait 64. C'était un risque, mais je me suis dit, on va le prendre. Chris Benoit, je lui ai donné 5 minutes pour tout simplement nous expliquer qu'il allait défendre son titre à la télévision, parce que c'est ce qui a manqué avec Too Cool Scorpio. À l'époque où il avait le titre, il était seulement présent en pay-per-view pour défendre cette ceinture. Chris Benoit, il veut être vraiment le champion de la télévision, et être présent à chaque Hardcore TV, et remettre cette ceinture en jeu à chaque weekly. Voilà, 64 de rating, promo correct de Chris Benoit.
Too Cool Scorpio face à Tommy Dreamer. Tommy Dreamer qui a perdu face à Raven, qui veut impérativement reprendre du momentum, surtout qu'il a perdu face à Raven dans des conditions un peu cradasses. Il va affronter Too Cool Scorpio, qui est l'homme face à qui il a eu une opportunité au titre TV, souvenez-vous, lors du premier show de notre premier épisode. Fantastic 8 descend catch. Alors, Fantastic 8 descend catch, ça nous fait que 60, hein, c'est quand même pas top. Tommy Dreamer va battre Too Cool Scorpio dans ce Weapon and a Pole match en 10 minutes 41. Performance de 60 de Tommy Dreamer, performance de 53 Too Cool Scorpio. Tommy Dreamer qui n'était pas dans un bon jour a priori, mais bon, Tommy Dreamer reprend du momentum, c'est le principal. Et enfin le main event, le Sandman face à Rob Van Dam. Fantastic 8, bon catch, voilà, avec une performance de 71 du Sandman, qui dans son élément, le Street Fight, a brillé. 52 pour Rob Van Dam. Voilà, c'est des débuts plutôt corrects, sans plus, hein. C'est vrai que c'est plutôt un mid-carder qu'un main eventer, mais je me suis dit on va mettre une affiche fraîche également dans le main event, et puis surtout donner vraiment une victoire très convaincante au Sandman en one-on-one, qui va bien sûr remporter ce match en 11 minutes 36 avec la White Russian Leg Sweep sans intervention aucune. 20e défense du titre de monsieur Sandman, le marchand de sable, bien sûr. Et il me dit qu'il peut performer dans des matchs qui respectent un peu plus ses caractéristiques. Surprenant le garçon. Pour Rob Van Dam, c'est un peu moins surprenant en revanche. On fait 71, on gagne de la popularité dans 2 régions. C'est très bien. Rien à signaler, franchement. Show très correct. Alors qu'on a le profil de Dynamite Kansai. Son vrai nom, Cheiko Suzuki, né en décembre 1969, catcheuse professionnelle, qui a apparemment opéré dans les années 90 dans les fédérations japonaises. Voilà, très bien, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça ne nous intéresse pas parce que vous savez très bien que à la ECW, on ne peut pas donner une place forte aux femmes. On le fera peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, le produit ne nous le permet pas. Alors, les nouvelles, quelles sont-elles? 0.07 de TV rating. Écoutez, c'est très bien. 46 730 viewers. C'est beaucoup plus forcément que lors de AEW, enfin ECW Crossing the Lines, excusez-moi pour le petit lapsus. 71, show correct, on espère qu'on continuera bien sûr sur cette lancée, en faisant la montée, la hit et la tension avant ce fameux pay-per-view, qui on le rappelle, l'événement de l'année, le season final. On se retrouve dans les locker rooms du deuxième Hardcore TV de ce mois de novembre 95, et vous le voyez, ça clignote rouge, mais avant de traiter des incidents locker room avec un backstage rating à 67%, c'est presque magnifique à la ECW, une information très importante que je vous ai pas communiquée à l'écran parce que j'ai eu un petit problème de record, et oui, ça arrive. Too Cool Scorpio et Chris Benoit se sont engagés pour une tournée avec la WAR, fédération japonaise, et cette fédération propose des shows la semaine, donc il est possible, étant donné qu'ils vont prioriser la WAR plutôt que la ECW, et bien qu'on se retrouve privé notamment de Chris Benoit, qui est notre actuel champion TV, ce qui, on va pas se le cacher, pourrait nous faire très mal au HUC. Mais avant ça, les locker room incident impliquant Axel Rotten, apparemment il a pris de la hit backstage parce qu'il a eu une attitude plutôt arrogante, mais surtout très personnelle, très égocentrée. Et ben écoute, c'est Slap of the Race, rien ne résulte de ça. New Jack et Chad Austin, alors ça, New Jack il a ennuyé Chad Austin, se moquant de son manque de push. Slap of the Wrist, on s'en fout, franchement c'est pas très important. Je boucle le show tranquillement de mon côté, nous on se retrouve tranquillement pour en parler. En avant Guingamp, un peu plus de 3500 pèlerins présents au CT Chase Arena pour le deuxième weekly de notre 11e mois de l'année, et on démarre avec un 80 de rating, de très belle facture avec du monde, du très beau monde, le Sandman et Woman bien évidemment présents dans le ring en premier, le Sandman, ceinture sur l'épaule, qui se félicite de sa 20e défense de titre face à Rob Van Dam, établissant encore un peu plus un nouveau record de domination sur la ECW et sur ce championnat mondial qu'il est en train de monter à un prestige jamais encore atteint, et il va se faire interrompre par pas mal de personnes, notamment Terry Funk, qui va revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier pay-per-view en lui disant effectivement, t'as fait ta 19e défense de titre à ce moment-là, là ensuite ta 20e la semaine dernière face à Rob Van Dam, mais je suis pas trop d'accord quand tu dis que t'as battu tout le monde. Certes, t'as gagné ce fameux four-way en faisant tomber sur Mikey Whipwreck, mais t'as pas battu Terry Funk. Et moi, si je suis encore présent au sein de cette fédération, à la ECW, si j'ai voulu donner tort notamment à Jerry Lawler, que j'étais encore capable de faire de belles choses et que I'm still got it, c'est aussi pour aller chercher une opportunité pour le titre ECW. Donc, je te challenge pour ce championnat mondial. Jerry Lawler se pointe et va dire à Terry Funk de partir dans sa maison de retraite. Les gens à l'EHPAD s'inquiètent de son absence. Et il va confronter Jerry Lawler, le Sandman, en disant...
toi et moi, on a fait pas mal équipe, toi et moi, on a une bonne relation, j'ai quand même un certain record hein, au sein de la ECW. Ça serait quand même pas mal qu'on ait une compétition amicale autour du championnat ECW. Voilà. Jerry Lawler toujours très mielleux avec le Sandman, parce qu'il a une alliance, et cette alliance, il veut la conserver, la renforcer. Raven va se pointer. Raven va quand même revenir sur son record récent, sur le fait que il a un momentum absolument exceptionnel, et que s'il y a bien un mec qui mérite une opportunité au titre, et qui n'a toujours pas été dans la title picture, euh, alors que finalement il le mérite, c'est lui. Donc Raven veut son match face au Sandman. Tommy Dreamer va se pointer, accompagné de Miss Elizabeth bien évidemment, en disant à Raven qu'il est absolument hors de question que les victoires cradasses de ce dernier sur ces dernières semaines soient comptabilisées comme étant quelque chose qui peut lui apporter un match de championnat. Parce que Tommy Dreamer, il n'en a pas terminé avec Raven. Grosse tension entre Raven et Tommy Dreamer. Et Sylvester Stallone, que j'ai pas pu incruster à l'écran, va couper tout ce monde-là en disant que ce soir, Tommy Dreamer et Terry Funk allaient faire l'équipe dans le main event face au Sandman et Jerry Lawler, histoire de régler des comptes, et que Raven, accompagné de Stevie Richards, vont défendre les championnats par équipe qu'ils n'ont pas défendus lors du pay-per-view face à leurs nouveaux aspirants numéro 1, les Pitbulls. Et ce match, c'est tout de suite, maintenant, bien sûr. Voilà, et Raven et Richards face aux Pitbulls, ça fait 72, Fantastic 8, grand catch, bien évidemment. On a mis ça en white brawl parce que les garçons sont quand même plutôt à l'aise dans la grosse bagarre. Stevie Richards fait une performance de 61, ce qui est plutôt pas si mal. Raven 74, hein, le mec il est au-dessus de tout le monde. 65 et 68 pour les Pitbulls. Fantastic 8, grand catch, qui aura duré 12 minutes 45. Raven et Richards vont faire leur 11e défense des titres par équipe, puisque durant ce match, Raven va profiter des distractions de Bubba Ray Dudley et de Devil Dudley sur les Pitbulls pour tirer avantage de la situation. Evenflow DDT, tombé 1, 2, 3, Raven et Richards sont toujours champions par équipe. Voilà, on met encore un peu plus de hit et de bif entre les Dudley et les Pitbulls. Stevie Richards qui me dit je peux performer dans des matchs qui correspondent un peu plus à mes capacités. Très bien. Chris Benoit pour un Open Challenge. Parce que Chris Benoit, il a envie de défendre son titre, il l'a dit. Je suis présent à la TV, je suis un champion TV combatif, je veux défendre ma ceinture. Et Rick Martel se pointe. Rick Martel accompagné de Terry Reynolds. Rick Martel, il dit j'ai battu Taz lors du dernier pay-per-view. Je suis quand même voilà, plutôt balèze ces derniers temps. J'ai Terry Reynolds à mes côtés. Tout va bien dans ma vie professionnelle et privée. C'est le bon moment pour le fringant Rick Martel d'aller choper le titre de Chris Benoit qui fait pas forcément une très bonne pub à la TV pour le championnat de la télévision. Il ressemble à monsieur et madame tout le monde. Alors que Rick Martel, c'est un beau gosse, c'est un beau mec, sourire ravageur, chéri de ses dames. Il serait quelque part beaucoup plus pertinent que Chris Benoit en tant que champion TV. C'est pour ça qu'il le challenge. Sauf que Taz va se pointer. Taz va quand même rappeler à Rick Martel que sans Terry Reynolds, jamais il aurait battu Taz. Et que Taz a quand même des comptes à régler avec Rick Martel, sachant que ce dernier lui a coûté quand même pas mal d'opportunités pour le titre TV. Taz rappelle aussi à Chris Benoit, même s'il a beaucoup de respect pour lui, que si Rick Martel n'avait pas été dans ses pattes, il aurait cette ceinture que Chris Benoit a aujourd'hui sur son épaule. Donc grosse tension, et Rey Mysterio se pointe en disant, voilà, moi j'ai fini mon histoire avec Psychosis, maintenant, je veux passer à autre chose et je veux ce titre TV, je veux une opportunité. Et Chris Benoit, il est pas trop d'accord à l'idée de faire un four-way avec tous ces hommes, parce que dans son idée, quand même, les défenses de titre, ça doit être du catch pur, donc du catch one-on-one. Donc en gros, il challenge Chris Benoit. Rick Martel a trouvé deux partenaires pour faire face à lui, Taz et Rey Mysterio. Voilà. Donc du coup, coupure publicitaire, qu'est-ce qui se passe? Et on revient avec Terry Reynolds, alors que la cloche a déjà sonné, qui revient avec les Gangstas. Elle lui a promis de l'argent, promis des choses, et Rick Martel, du coup, fait équipe avec les Gangstas, qui est pas forcément la meilleure des relations, hein, parce qu'on sait que les Gangstas, ils sont quand même un petit peu versatiles. Ils ont quand même des intérêts. Et Rick Martel, comme il n'a pas beaucoup de copains, dans les backstage, il fait équipe avec des hommes assez dangereux et assez imprévisibles. Et dans ce match, qui nous fait un 65, grand hit, bon catch, hein, on a des performances notamment de Chris Benoit de 77, Rey Mysterio 70, t'imagines, bon Taz un peu à la traîne avec 57, bon tu me diras, Mustafa, Eric Martel c'est 55 et 60, New Jack 68, très bonne performance de New Jack, et bien ce sont les Faces qui vont remporter la victoire, parce que durant ce match, Rick Martel va avoir du mal à coexister avec les Gangstas, parce que Rick Martel il va dire, vous faites comme moi je dis, parce que c'est moi qui vous paie, sauf que les Gangstas ils ont un peu marre de se faire infantiliser dans le ring, et surtout, les Gangstas ils veulent Terry Reynolds, voilà, ils veulent
voilà, Terry Reynolds, absolument, chacun pour eux, ce soir, tranquillement, pour une petite nuit de folie. Et Rick Martel, il est pas trop d'accord, et les Gangstas, du coup, comme Rick Martel ne respecte pas leurs conditions, et ben les Gangstas vont tout simplement abandonner Rick Martel dans le ring, qui va se retrouver tout seul, et ce qui va permettre à Taz, derrière, de lui appliquer sa Taz Mission et de le faire abandonner. Voilà. La storyline avance, gagne de la hit, c'est très bien. Ah, Chris Benoit qui a débuté un nouveau spot athlétique qui lui permet de booster sa psychologie dans le ring, comme s'il en avait besoin. Ouf, Eric Martel s'est blessé, il s'est cassé les doigts. Et New Jack a débuté un nouveau spot, voilà, ce qui fait de lui encore un meilleur heel. Bah, décidément que des bonnes nouvelles. Et enfin le main event, Jerry Lawler et le Sandman qui affrontent Terry Funk et Tommy Dreamer. Fantastique hit, grand catch, hein, tu m'étonnes. Performance de 72 du Sandman, hein, qui porte le match avec Terry Funk qui fait un 80 absolument extraordinaire. Jerry Lawler toujours à la traîne avec un 58. Tommy Dreamer 65 plutôt correct pour le main event. Et bien dans ce match, avec une hit quand même présente et du catch bien balèze, bah figurez-vous que c'est Jerry Lawler et le Sandman qui vont remporter la victoire dans ce match hardcore. Voilà, 13 minutes 49 de combat, parce que Jerry Lawler, il va profiter de la distraction de Bola McGillicuddy qui est venu faire du charme à Tommy Dreamer, qui est encore un peu épris, qui sait pas trop où se positionner, et une Bola McGillicuddy qui joue avec les sentiments, le cœur et la tête de Tommy Dreamer, et Tommy Dreamer, il va se prendre le pin par Jerry Lawler, ce qui va permettre de donner une belle victoire au King, bien sûr, de la ECW, au King sans ceinture, et ce qui va permettre de protéger dans la défaite Tommy Dreamer, bien évidemment, statu quo, j'ai envie de dire, gros 82, il peut performer dans des matchs qui ne sont pas des matchs hardcore, je me doute. Et on fait un énorme 77 de rating, là c'est vraiment un show très très qualitatif, vraiment des shows dont on a besoin avant ce fameux gros pay-per-view. Et là on a le profil d'Eiji Noguchi, que je ne connais absolument pas, qui apparemment est un catcheur, non c'est même pas un catcheur, c'est un arbitre, voilà, masqué, qui a débuté dans le jeu en octobre 1995. Donc c'est un tout jeune arbitre. Très bien, un look plutôt sympathique. C'est vrai que ça donne presque envie de le signer. Bon après on a déjà nos arbitres, hein, à la ECW, des arbitres emblématiques, on va pas non plus se faire chier à signer trop d'arbitres, parce qu'en plus c'est extrêmement cher. Il faut savoir que les arbitres dans le jeu coûtent beaucoup plus cher que la plupart de nos lutteurs. C'est vous dire à quel point, là aussi, c'est toujours un peu, un peu spécial. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Alors qu'il y a une nouvelle feud à la WCW entre le Shark et Lex Luger. Ok, très bien. Est-ce que ça va aider le programme? Ça, c'est autre chose. Psychosis qui voit la Triple A lui faire une extension de contrat. Je pense que c'est plutôt... oui, par apparence, bien évidemment. Hein. Il va se faire de l'argent là-bas. Rick Martel s'est blessé, c'est d'accord. TV rating de 0.06. Raven qui nous dit que Mustafa est trop dangereux dans le ring. Il va finir par blesser quelqu'un. Il va peut-être falloir le résilier. Et ça, on s'en fout. Alors, moi, ce qui m'intéresse d'abord, avant le rating global, c'est le medical. Rick Martel, il s'est cassé donc les doigts. Il en a encore pour 6 jours. Très bien. Pourquoi pas. Magnifique. Bah écoute. Il sera rétabli pour le prochain Hardcore TV, c'est très bien. Et on fait 39 510 viewers. Beaucoup moins que les 46 000 de la semaine dernière. Et je me l'explique pas, parce que c'est vrai que on fait quand même un show qui est quand même 6 points supérieur à celui de la semaine passée. Mais peut-être que c'est aussi un rating qui va nous permettre d'amener encore un peu plus de monde la semaine suivante. Peut-être aussi qu'il y a une semaine de latence entre finalement le rating global plutôt intéressant et le nombre de viewers que derrière ça peut engendrer et amener en plus dans les semaines suivantes. Écoute, on surveillera ça. Bon, et ben une fois n'est pas coutume, pas de nouvelles très intéressantes sur la dernière semaine écoulée et à nouveau des incidents backstage. On va se féliciter avant ça, avant de les traiter, et ben du fait que Chris Benoit et Too Cool Scorpio sont quand même présents ce soir pour le show, dispo, a priori pas embêtés par la War, ou les incidents New Jack et Bullpain. Alors ça, New Jack qui est un connard backstage qui a commencé à provoquer Bullpain, beaucoup de hits, on a commencé à se foutre sur la gueule, fine, voilà, fine. À un moment donné, tu prends une amende. Mikey Whipwreck, qui a priori est arrivé de bonne humeur au show, qui a mis tout le monde dans un bon mood, et qui a raconté des histoires hilarantes qu'il a vécu sur la route. Et ça a créé une atmosphère très relaxante au sein des backstage. Merci monsieur Mikey Whipwreck. Incident entre Terry Funk et John Finnegan. Et bah écoute, John Finnegan il était amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir pris retard ses partenaires de trajet, et donc Terry Funk l'a rendu coupable de cela, et lui a demandé de payer ses trajets pour ses partenaires d'infortune sur les 3 prochains shows. John Finnegan qui améliore son comportement.
et Jerry Lawler qui prend, et ça c'est très intéressant, Chad Austin sous son aile en tant que protégé, voilà, ce qui lui permettra certainement de progresser. Le troisième Hardcore TV de ce mois de novembre 95, toujours au CT Chase Arena, un peu plus de 3500 pèlerins dans les gradins, et on démarre avec un King Court animé par Jerry Lawler, et l'invité c'est ni plus ni moins que Tommy Dreamer et sa manageuse Miss Elizabeth. Jerry Lawler qui a fait le pin la semaine dernière sur Tommy Dreamer dans ce match par équipe, voilà, avec l'intervention notamment de Bola McGillicuddy, et Jerry Lawler invite donc Tommy Dreamer, mais il l'invite pas pour que Tommy Dreamer parle de lui, pour que Tommy Dreamer se mette over, non, Jerry Lawler, il invite Tommy Dreamer pour se foutre de sa gueule. Ouais, Tommy Dreamer, décidément, il se fait malmener par son amour de jeunesse, qui a décidé de le trahir pour aller avec son ex-meilleur ami, aujourd'hui pire ennemi. Il parle de Tommy Dreamer comme étant un loser par rapport à la carrière de Raven, qui est champion, qui a du momentum, qui est légitime dans le main event, alors que Tommy Dreamer, il végète, il est nulle part. Et Tommy Dreamer, il sourit jaune tout au long de cette promo où il peut pas en placer une. Et Tommy Dreamer va finir par foutre une énorme claque dans la tronche à Jerry Lawler. Il va se retrouver le cul par terre à se frotter la joue comme un gamin de 5 ans qui vient de s'en prendre une. Et ce soir, Tommy Dreamer veut Jerry Lawler dans le ring pour lui faire payer son manque de respect dans ce segment d'ouverture. Jerry Lawler a été très bon, tout comme Tommy Dreamer, et la storyline Raven-Tommy Dreamer avance mais perd un petit peu de hit malheureusement à cause de ce segment qui n'était pas assez qualitatif pour en gagner. Mais bon, 72 ça reste quand même une belle note. Les Pitbulls face aux Dudley Boys, parce que oui, ils sont en rivalité. Les Dudley Boys, la semaine dernière, ont coûté aux Pitbulls leur opportunité de devenir champion, donc forcément, c'est parti. Gros match hardcore, grosse bagarre, 13 minutes 09 de combat dans un match plutôt décent. Et bien figure-toi que c'est les Dudley Boys qui vont remporter la victoire quand Devon Dudley va appliquer à Pitbull Durante son 3D, le Dudley Div Drop, après la distraction de Joel Gettner, bien sûr, le manager des Dudley Boys, qui est allé refaire le lacet de Pitbull 2, ce qui permet aux Dudley Boys de remporter la victoire et qui sait de se repositionner pourquoi pas dans la title picture. Les performances de 66 et 68 pour les Pitbulls, 55 pour Devon, Bubberay 41, toujours un petit peu à la traîne. Chris Benoit, à l'issue de la coupure publicitaire, qui est présent dans le ring et qui nous explique que ce soir, il va faire un Open Challenge. La semaine dernière, il n'avait pas pu le faire. Cette semaine, il veut véritablement défendre sa ceinture dans un match one-on-one. Il attend un opposant. Seulement Taz et Rey Mysterio sont donnés rendez-vous. Taz et Rey Mysterio, ils vont tailler le bout de gras en disant non, c'est à moi de le faire avant. J'ai battu Psychosis lors du pay-per-view. J'ai terminé ma rivalité avec succès. Toi, t'as perdu face à Rick Martel. Même si j'ai beaucoup de respect, ça sera moi avant toi. Donc de ce fait, il y a pas mal de tension entre Rey Mysterio et Taz, malgré le respect qu'ils ont l'un pour l'autre, et Too Cool Scorpio se pointe en disant vous êtes bien gentils les gars, mais vous êtes des losers, moi je suis Too Cool Scorpio, ancien champion TV, j'ai fait le prestige de Steel, j'ai toujours pas eu mon rematch face à Chris Benoit, je veux Chris Benoit maintenant. Et donc du coup, Chris Benoit va affronter Too Cool Scorpio, bien sûr, et ça fait 79. Très gros match que j'ai mis en style The Show, match exceptionnel avec une performance là encore de 77 de Chris Benoit, 70 de Too Cool Scorpio qui est pas en reste, les deux consignés à la War pour une tournée qu'on a encore présent sur les weekly, ils nous font de sacrés perfs. Chris Benoit défait Too Cool Scorpio en 13 minutes 50 avec le Diving Headbutt, deuxième défense du titre TV de monsieur Chris Benoit. Voilà, magnifique. Ensuite, on calme la foule. On calme la foule avant le main event. Rick Martel va battre Axel Rotten. Ouais, il s'est fait prendre pour un con la semaine dernière. La grande 8 descend catch. Il défait Axel Rotten en 5 minutes 53 après l'intervention de Terry Reynolds. Voilà. Performance de Rick Martel de 60. Axel Rotten, un bon 57. Victoire de Rick Martel permet de reprendre un peu de momentum. Et enfin, le main event qui nous fait seulement un 66. Alors là, quand même, je m'attendais à mieux. Véritablement à mieux. Parce que dans le ring, techniquement, ça doit me permettre, au vu de la hit qu'il y a, et au vu également des performances de Tommy Dreamer dans le style de match hardcore, je m'attendais peut-être à mieux. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas associé à une autre storyline. Et puis c'est vrai que Jerry Lawler, dans le ring, même s'il fait un 60, c'est quand même pas tout à fait le cas. C'est quand même pas encore tout à fait vraiment ce qu'on attend. Et puis Tommy Dreamer, 66, c'est assez décevant. Mais bon. C'était un main event risqué dans mon esprit. Malgré tout, fantastique hit, bon catch. Jerry Lawler va battre Tommy Dreamer dans ce match, donc stipulation extrême en 11 minutes 23. Quand Tommy Dreamer va se faire disqualifier, il va pas écouter les remarques de l'arbitre qui lui demande de lâcher les prises, qui lui demande de ne pas frapper Jerry Lawler dans le coin après les 5 secondes réglementaires, et donc Tommy Dreamer va se faire disqualifier. Mais Tommy Dreamer va casser la gueule à Jerry Lawler, même lorsqu'on aura rendu l'antenne. 66 de rating, ça fonctionne plutôt pas mal. 69 en rating global, on gagne de la popularité dans 2 régions, mais main event assez décevant. Enfin, décevant.
Je m'attendais à mieux, mais en même temps, c'est vrai que pas associé à une autre storyline, des mecs qui sont pas encore capables de porter le match comme Tommy Dreamer et Jerry Lawler qui dans le ring est encore un petit peu rouillé. C'est vrai que ça fait une prestation plutôt moyenne. Bon, on essaiera de régler la mire pour le Go Home Show pour vraiment investir les gens au maximum. Alors qu'on a le beau profil d'Akira Nogami, né en mars 68, qui apparemment a travaillé pour la New Japan Pro Wrestling. Je connais absolument pas ce catcheur. Je peux pas vous en dire beaucoup plus que ce qu'il y a écrit. C'est vrai que c'est une période que je ne connais pas trop, même si j'ai regardé lors du confinement pas mal d'anciens shows. C'était vraiment des shows de la WWE et des shows de la WCW, ainsi que de la ECW. Donc c'est vrai que New Japan, je suis pas trop informé de ce qui s'était passé dans les années 90. Taz nous explique que Pitbull Wolf ne connecte pas avec les fans, il va falloir le résilier. Ok, très bien, merci Taz pour son opinion. 0.06 de TV rating, ce qui nous permet de faire 39 000 viewers, donc du côté de ce troisième show du mois de novembre 95. On risque de payer malheureusement les pots cassés de cette mauvaise note, en tout cas de cette note pas aussi importante que celle qu'on avait fait la semaine d'avant. En termes de viewers, lors du prochain show, vraiment falloir qu'on règle la mire avant ce pay-per-view, ce November to Remember, histoire qu'on s'en rappelle quand même pour quelque chose de positif. Un petit tour du côté de la concurrence avec WWF qui voyait Survivor Series se tenir du côté du MA Boston Fenway Park dans le New England, 47 724 personnes, vous imaginez un petit peu le bordel, 309 700 pèlerins qui ont payé le show en pay-per-view, ils ont fait une sacrée rentrée d'argent, c'est cochonou, 72 seulement, c'est pas un rating non plus énorme, alors il y a eu le WWF Women's Championship qui a été défendu par Beta Faye. Bien sûr, il y a eu le titre intercontinental aussi qui a été défendu par Shawn Michaels qui a affronté Dong the Clone, 79, pourquoi pas. Il y a eu les championnats par équipe qui été défendus par Owen Hart et Yokozuna, et ils ont été battus par les Smoking Guns, voilà, performance de 71, et Jeff Jarrett qui a conservé sa ceinture face à l'Ultimate Warrior, 72. Ok, très bien. C'est le genre de show quand même assez décevant, 72 de rating. Avec les stars qu'ils ont, c'est quand même pas bien gégène. De retour dans les backstage, parce qu'à nouveau il y a des incidents à traiter, malgré nos 69% de rating, et ben ça clignote rouge. Oula, incident avec Perry Saturn. Alors là, Perry Saturn, tu peux être sûr que voilà, il a raté un rendez-vous avec un Road Agent, donc du coup, il faut le traiter cette situation, et on va lui mettre un petit slap of the wrist. Rien ne résulte de ça, voilà, ça reste gentillet. Terry Funk, John Cronus, c'est les tips au micro pour John Cronus, très bien. Et c'est aussi des tips pour Devon Dudley qui lui passe des conseils sur la psychologie. Bah écoute, c'est très bien. Voilà, ça permet de faire progresser Devon Dudley, même si ce dont j'ai peur, et je vous en ai peut-être déjà parlé, c'est que le fossé se creuse entre Devon Dudley et Bubba Ray Dudley, parce que Devon est déjà meilleur que Bubba, et Bubba, il a personne pour lui donner des conseils et pour le faire progresser rapidement. Donc c'est vrai que cet écart qui risque de se creuser entre les deux, je vais pas vous dire que ça m'inquiète, mais ça me pose quand même un peu souci. C'était Chase Arena, 3780 pèlerins présents dans les gradins, c'est le Go Home Show de November to Remember, et vous le voyez, on débute avec un énorme 86 de rating, parce que oui, il y a du monde, du beau monde, le Sandman, qui arrive accompagné de Woman, il est toujours champion bien sûr, le Sandman, tout va bien pour lui, un momentum de déglingose depuis quelques semaines, il n'a pas perdu un match depuis, oula, belle lurette, et le Sandman, il fait le constat suivant, on arrive à November to Remember, il n'y a personne qui est assez crédible aujourd'hui pour avoir une opportunité à son titre, à ce titre mondial de la SW, auquel il a quand même fait 20 défenses. Donc, la réalité, et il met Sylvester Stallone dans le fait accompli lorsque le chairman de la compagnie se pointe dans le ring, aujourd'hui, tu as ton pay-per-view le plus important de l'année, et tu ne peux pas avoir de match pour le championnat le plus important, parce que personne n'est au niveau du Sandman. C'est quand même bien malheureux. Et Terry Funk va se pointer. Terry Funk va quand même rappeler au Sandman qu'en tant que champion, il est impératif qu'il défende son titre en pay-per-view, et encore plus sur le plus grand pay-per-view de l'année, ce Season Final qui est November to Remember, parce qu'il faut que les gens s'en souviennent positivement. Et le Sandman, ça le fait quand même bien rire de voir Terry Funk se pointer comme ça, Terry Funk qui, depuis qu'il est revenu à la ECW nouvelle génération, a certes enchaîné quelques victoires, mais aussi pas mal de déconvenus. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le mieux placé, Terry Funk,
pour lui dire ce qu'il est censé faire. Et Terry Funk rappelle au Sandman que ce championnat, il l'a aussi construit, il l'a aussi créé, il lui a donné du prestige, de l'importance, et il ne voudrait pas que le Sandman finisse par lui cracher au visage à ce championnat. Et le Sandman regarde Terry Funk en lui disant, mais attends, je crache pas sur ce championnat aujourd'hui. C'est moi qui fais ce titre, c'est moi qui aujourd'hui l'amène dans des sphères que personne, et même toi, n'avait pas pu l'amener. Donc je suis en train de respecter ce championnat. Et puis finalement, t'affronter, qu'est-ce que ça m'apporterait, à part le plaisir de te battre à nouveau, la satisfaction de te battre à nouveau. Il n'y a pas grand-chose finalement qui me donne envie de te donner une opportunité. Toi qui aujourd'hui, de manière un peu indirecte, me la réclame. Et Sandman tourne le dos à Terry Funk. Terry Funk, il voit beaucoup d'irrespect forcément sur ce geste, et Terry Funk interpelle le Sandman en disant qu'il y a une chose que Terry Funk peut encore lui offrir potentiellement, c'est sa carrière. Ok, t'es le plus grand champion ECW de tous les temps, parce que t'es celui qui a fait le plus de défense, t'es celui qui a le règne le plus marquant, même si on peut toujours discuter de la manière dont t'as pu remporter tes matchs, mais il y a une chose que je peux encore t'offrir, c'est ma carrière. Imagine si tu mets fin à la carrière de Terry Funk. Ça serait beaucoup plus grand que toutes ces défenses de titre. Et Terry Funk lui dit voilà, mon point c'est carrière contre titre du côté de November to Remember. Ma carrière à la ECW contre ce championnat de la ECW qui est tien et que je veux récupérer. Les gens sont complètement fous. Le Sandman, il est quand même assez intéressé par la situation. Woman lui dit que ça peut être quand même une belle option. Et Sylvester Stallone valide ce match du côté du main event de November to Remember. Voilà. Imagine un peu le bordel. Rey Mysterio face à Taz pour le spot de challenger numéro 1 au titre TV de Chris Benoit. Que Chris Benoit va remettre en jeu du côté de November to Remember. Chris Benoit qui n'est pas là ce soir. 64 de rating, superbe match. 71 en termes de performance in-ring pour Rey Mysterio. Taz fait un 62. Et bah c'est Taz qui va remporter la victoire en 10 minutes 50 via pinfall après l'intervention botchée de Rick Martel qui a voulu attaquer Taz parce que on sait que les deux sont quand même liés. Et c'est vrai qu'il ne voit pas forcément d'un très bon oeil le fait que Taz ait eu une opportunité pour le titre TV et pas lui. Voilà. Parce que lui, il aurait bien aimé dans ce match quand même, Rick Martel. Sauf qu'il va manquer son intervention, il va frapper Rey Mysterio et Taz va remporter la victoire. Gros match hardcore entre ces deux membres, enfin ces membres des trois équipes qui auront le spot pour les championnats par équipe du côté de ECW November to Remember. Parce que oui, on fera les Dudley Boys contre les Pitbulls, contre Raven et Richards pour les championnats par équipe lors du pay-per-view le plus important de l'année. Et on fait un petit teasing sympathique dans un match de triple threat, donc en singles competition. Devon Dudley face à Pitbull One, face à Stevie Richards. Grand de 8, descend catch, 12 minutes 41 dans ce match hardcore. Gros bordel, grosse wild brawl, grosse bagarre. Bref, c'est parti dans tous les sens. Les performances sont plutôt sympathiques, 53 de Devon, 60 de Pitbull One, 62 de Stevie Richards. Et bah figure-toi que c'est Devon Dudley qui va faire le tomber sur Stevie Richards lorsqu'il va faire son Dudley Death Drop. Il a profité des règles triple menace pour tirer son épingle du jeu et remporter la victoire complètement clean, de manière opportuniste, ce qui permet aux Dudley Boys donc en plus s'établir de manière légitime sur cette carte et sur ce match de championnat. Je me doute pour Stevie Richards. Raven, qui est dans sa pièce, les cheveux qui recoupent le visage, il a Bela Megalocuté sur ses genoux, et Raven nous dit qu'il n'est pas là où il devrait être. Il va défendre les ceintures par équipe du côté de November to Remember, ok, dans un match qui peut être prestigieux, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le main event. Et il voit que Tommy Dreamer a pu, à un moment donné, se retrouver dans le main event, dans un match par équipe, avec tous ceux qui font aujourd'hui la carte de la ECW, et surtout tous ceux qui font les rivalités autour du championnat mondial de la fédération. Et Raven, il se sent exclu de ça, alors qu'il a du momentum, a pu savoir quoi en foutre, il en est gavé. Et ce soir, il dit à Terry Funk, qui est le garçon qui a obtenu une opportunité pour le titre face au Sandman, il dit qu'il veut l'affronter, l'épingler, le mettre sur sa liste, parce que Terry Funk, il n'a pas besoin de championnat, il n'a pas besoin d'un nouveau règne de champion ECW, il a besoin de donner de son overness à quelqu'un qui colle au produit de la ECW, et ce quelqu'un, c'est Raven. Retour de coupure publicitaire, Raven Terry Funk, voilà, dans le plus grand des calmes. 84 de rating, 72 de performance in-ring de Raven, 81 de Terry Funk, t'imagines un peu le bordel. Street fight, totalement fou, match exceptionnel. Raven et Terry Funk vont faire un match nul, parce que les mecs, ils vont se frapper. Ça va partir dans tous les sens, ils vont sortir des objets qui ne sont pas forcément très autorisés dans ce style de match,
et l'arbitre va tout simplement décider de sonner la fin du match parce qu'il ne contrôle absolument plus les deux garçons dans le ring qui sont en train de se mettre misère à l'extérieur. 84 de rating. Et on fait un 79 avant, bien sûr, ce show très important qui est November to Remember. Ça, c'est du Go-Home Show de grande qualité. Alors qu'on a le profil de Tomoko Kuzumi. Décidément, on a beaucoup de profils de catcheurs et de catcheuses japonaises. Pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant parce que le problème des catcheurs japonais, même s'il y en a pas mal qui sont intéressants sur les statistiques hardcore ou les statistiques de brawl, c'est vraiment la barrière de la langue. Et c'est un gros problème parce que j'ai envie de construire des rivalités et construire des rivalités sans finalement de promo ou d'angle, micro à micro, c'est assez délicat. C'est d'ailleurs pour ça que je ne signe pas de catcheur japonais, et ce qui va être un contraste, bien évidemment, avec la carrière de Sturi, hein, qui en avait ramené pas mal, et d'ailleurs de manière assez pertinente. 0.06 toujours de TV rating, et Pitbull One, hein, selon Raven, qui ne connecte pas avec les fans, il va falloir peut-être le virer. Voilà, très bien. En plus, c'est quelqu'un avec qui tu vas bosser du côté de CW November to Remember. Tout va bien pour Raven. 45 410 viewers. Très bien. On fait 10 points supérieurs à celui de la semaine dernière. Show vraiment de qualité pour un Go-Home Show avant un gros pay-per-view, avant le Saizen final. On va se booker ça aux petits oignons, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Dans les coulisses de November to Remember, et vous le voyez encore, ça clignote rouge, des incidents à traiter, également des informations complémentaires, hein, les Steiner Brothers qui ne sont pas présents, Rob Van Dam qui n'est pas non plus, ah, ils ont des obligations contractuelles ailleurs, incident avec Paul Heyman, tiens, Paul Heyman qui a pris pas mal de hits, apparemment il a fait une blague pas forcément de bon goût au backstage, et ça n'a pas été très bien perçu. Slap of a Race, j'aurais peut-être dû lui filer une amende, parce que sa personnalité s'est pas améliorée à cause de ça. Don Callis, amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié... Qu'est-ce qu'il a fait ce con-là? Pas nettoyer les locker rooms, ou il a foutu le bordel backstage. Bon, Terry Funk l'a donc rendu coupable et sa sentence c'est de lui payer un coup à boire après le show. Ah non, il n'est pas venu rejoindre les gens dans le locker room pour la soirée. Excusez-moi, là j'ai eu du mal à traduire. Une soirée qui était prévue. Et donc du coup, voilà, Terry Funk lui a dit là c'est pas bien, tu viens avec nous, tu payes un coup à boire. Allez, très bien. Don Callis a amélioré son comportement. Peut-être qu'il était fatigué aussi, Don Callis. Hein. Et Jerry Lawler qui prend sous son aile Bull Payne. Voilà, Bull Payne dont je ne fais absolument rien, pour lequel je n'ai absolument pas de plan. Mais a priori, Jerry Lawler, il s'est dit, allez, pourquoi pas le projet Bull Payne. Que voulez-vous? Il y a des dingueries sur TEW, c'est comme ça. November to Remember, c'est parti, 5954 pèlerins au New York Main Street Armory. On est dans une salle, j'imagine, pleine à craquer avec une ambiance de ouf. Et on démarre avec un match plutôt sympatoche entre Rey Mysterio Jr. et Rick Martel. Rick Martel qui a, on le rappelle, coûté la victoire à Rey Mysterio Jr. dans son match de One Contender pour le titre TV lorsqu'il faisait face à Taz, parce que Rick Martel, il a une petite histoire avec Taz, il voulait impérativement que ce dernier ne soit pas dans le match de championnat TV, malheureusement il a raté son intervention. Rey Mysterio n'a que très peu apprécié, donc les deux se font face. Match superbe, hein, ça fait 69, performance énorme de Rey Mysterio qui fait 74, Rick Martel fait un 61 correct, grosse chemistry d'ailleurs entre les deux, c'est important de le noter. Il faut savoir que durant ce match, Rey Mysterio, il a fait des flips et des ranas dans tous les sens, et que Rick Martel, il a fini par avoir le tournis. Sauf que Rey Mysterio Jr., il s'est un peu emmêlé les pinceaux à un moment donné, et Rick Martel, il a réussi à le bloquer dans un petit paquet, et du coup, Rick Martel remporte la victoire en 10 minutes 23 via Quick Roll-Up. Voilà, victoire de Rick Martel qui continue de prendre du momentum, notamment en pay-per-view. Derrière, New Jack et Mustafa qui sont interrompus par Johnny Grunge et Rocco Rock, parce que New Jack et Mustafa, ils en ont un peu marre de voir que les Gangstas ne sont pas présents sur la carte, de voir que les Gangstas, alors qu'ils sont légitimes dans la division par équipe, ne sont que finalement mis à l'écran de manière facultative. Ça les frustre beaucoup. Johnny Grunge et Rocco Rock font part aussi de leur frustration, hein, mais eux ne se plaignent pas à l'écran, ils trouvent des solutions dans les coulisses. C'est ce qu'ils expliquent aux Gangstas, puisque ce soir, là tout de suite maintenant, dans un match hardcore, ils vont s'affronter et l'équipe victorieuse aura un match de championnat par équipe, sera the first in line après ce pay-per-view.
forcément, grosse hit entre tous ces garçons. Et le match suit, il nous fait un 73 de rating de manière très très correcte. J'aurais dû d'ailleurs mettre fin à la storyline à ce moment-là, j'ai un petit peu oublié, mais c'est pas grave, hein, on mettra fin à la storyline à l'issue de ce pay-per-view. Fantastic 8, grand catch entre Public Enemy et les Gangstas, 12 minutes 27 de combat dans ce match par équipe hardcore où il y a eu beaucoup de bagarres, je l'ai mis en Wild Brawl en plus. Et bien figurez-vous que les Gangstas vont battre Public Enemy en 12 minutes 27 quand New Jack va défaire Rock via pinfall avec le code du meurtre, le 187. New Jack fait une performance de 71, 57 de Mustafa et 69 et 68 de Johnny Grunge et de Rock. Les Gangstas sont donc les futurs challengers numéro 1 pour les championnats par équipe. Bella McGillicuddy qui nous fait un petit striptease, tranquillou, voilà, elle enlève sa tenue civile pour mettre sa petite tenue de soirée sympatoche, parce qu'elle sera plus tard bien évidemment à l'écran avec Raven et Stevie Richards qui vont remettre leur championnat en jeu. C'est un petit segment pour se rincer l'œil, c'est très bien. Chris Benoit face à Taz, et bah écoute, ça fonctionne plutôt pas mal. 66 de rating, performance de 77 de Chris Benoit. À nouveau, c'est Monsieur 77 face à Taz qui fait un correct 64. Fantastic 8, grand catch entre ces deux garçons. Match pour le championnat de TV. Et bah Taz va perdre le match face à Chris Benoit. Il va être compté à l'extérieur parce qu'il a été attaqué par Rick Martel dans le dos de l'arbitre et dans le dos de Chris Benoit. Et Chris Benoit fait donc sa troisième défense du site TV. Taz, décidément, il est toujours pas débarrassé de Rick Martel. Rick Martel toujours frustré de voir Taz obtenir des matchs de championnat, alors que lui a gagné dans le dernier pay-per-view lors de leur affrontement, notamment. Voilà, Rick Martel pas considéré, et ça l'agace de voir Taz prendre les opportunités. Derrière, Tommy Dreamer, avec Miss Elizabeth dans son coin, va interpeller Jerry Lawler en lui disant « Tu t'es moqué de moi, tu fais du mind games, t'as fui comme une lopette lors de notre affrontement. » Ce qui m'a fait que j'ai pété un cap sur toi. Aujourd'hui, tu t'échappes pas, tu te défiles pas, je te challenge dans un match hardcore. Et Jerry Lawler, regarde Tommy Dreamer, je t'ai battu 2 fois, ça me dérange pas de te battre une 3e fois. Voilà. Jerry Lawler, le roi, qui est sûr de son fait et qui sait que psychologiquement, il aura l'avantage sur un Tommy Dreamer qui est assez faible sur le plan mental. Le match nous fait un 74. Très bonne facture, Fantastic 8, bon match. Voilà, franchement, rien à redire. Performance de 68 de Tommy Dreamer, 62 de Jerry Lawler. Et ben écoute, Jerry Lawler va remporter ce match après 12 minutes 40 de combat lorsque Miss Elizabeth va botcher une intervention. Enfin, c'est même pas qu'elle va botcher une intervention, en fait, Jerry Lawler a ramené un point américain qui est clairement illicite, même dans un combat street fight. C'est pas un objet qui est toléré. Elle le voit, en fait, et elle spot Jerry Lawler. Et seulement Tommy Dreamer, il était dans un moment où il pouvait peut-être capitaliser sur quelque chose, et la distraction donc de Miss Elizabeth qui informe à l'arbitre que Jerry Lawler a un objet contendant, ça distrait Tommy Dreamer, qui sait plus trop où se placer, qui perd son rythme, qui perd le momentum qu'il avait dans le match, et Jerry Lawler arrive à en profiter pour remporter la victoire via pinfall, et remporter le match face à Tommy Dreamer, qui concède une 3e défaite de suite, bien évidemment, du côté donc de la ECW, et face à Jerry Lawler, peu importe la stipulation, et peu importe si c'est en singles competition ou en tag team competition. Grosse losing streak pour Tommy Dreamer. Raven et Richards face aux Pitbulls, face aux Dudley Boys, et ben écoute, ça fait 76. C'est un match qui est bon. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de hits entre les Pitbulls et les Dudley Boys. Match hardcore, on en voit sévère. Devon Dudley, Bubba Ray Dudley, excellente chemistry. Alors les performances sont plutôt bonnes, 62 de Stevie Richards, 79 de Raven, 66 et 67 des Pitbulls, 46 de Bubba Ray Dudley, 58 de Devon Dudley. Et ben écoute, la storyline continue entre les Dudley Boys et les Pitbulls, mais surtout, cette rencontre pour les championnats par équipe vont voir Raven et Richards perdre les championnats par équipe au profit des Pitbulls, qui vont défaire les Dudley Boys, puis Raven et Richards, pour aller chercher les championnats par équipe de la ECW, et les nouveaux champions par équipe de la ECW sont donc les Pitbulls, qui célèbrent avec leur manageuse Francine. Voilà, bien évidemment. Incroyable, super moment, feel good moment pour les gens, et puis voilà, les fans sont contents parce qu'ils aiment bien les Pitbulls. Voilà, c'est des gentils animaux. Oui, Stevie Richards qui est pas à l'aise dans ce style de match. Très bien. Don Callis et Tom Pritchard, accompagné de Jimmy Del Rey, bien sûr. Don Callis, manager des Heavenly Bodies, les champions de la Smoky Mountain Wrestling. Ils veulent du temps TV. Parce que oui, Tom Pritchard, Jimmy Del Rey, ils se plaignent de ne pas être présents en weekly. Ils ont à chaque fois effectivement un peu de temps du côté du pay-per-view, mais ils aimeraient plus de temps à la TV parce que ce sont des garçons qui peuvent apporter une plus-value aux produits de la ECW, et notamment
du côté de la division par équipe. Donc ils font un Open Challenge, voilà, magnifique, incroyable. Et qui va y répondre? Ce sont les Suicide Blondes. Voilà, c'est pas forcément le meilleur match pour mettre en valeur une équipe comme les Heavenly Bodies qui vont se sentir un peu insultés en voyant les Suicide Blondes arriver. Mais bon, les blondinets, ils ont l'air d'être plutôt chauds. La communion avec le public est plutôt chaleureuse pour Adam Copeland et Christian Cage, qui sont quand même plutôt populaires avec des gimmicks qui fonctionnent plutôt pas mal. Match décent, sur le papier, pas beaucoup de hits, bien évidemment, parce que les Suicide Blondes, ils sont pas encore importants. Les Heavenly Bodies vont remporter la rencontre en 6 minutes 34 quand Jimmy Del Rey va défaire Christian Cage avec le super kick. Ils sont pris pour Matt Jackson. Exceptionnel. Performance de 61 de Tom Pritchard, 37 seulement de Jimmy Del Rey, il y a un énorme écart entre ces deux garçons, c'est assez impressionnant. 42 de Christian Cage, 37 d'Adam Copeland. Voilà. Victoire des Heavenly Bodies, mais là encore, grosse disparité de niveau entre effectivement Tom Pritchard et Jimmy Del Rey, et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me gêne un poil. Terry Funk, qui adresse un message aux fans avant son main event, qui est plein de sens, mais surtout qui est lourd de conséquences, parce qu'il y a sa carrière qui est en jeu. Et Terry Funk nous explique que il a besoin, à nouveau, de toucher ce titre CW, quand il a eu cette chance et que Sylvester Stallone lui a donné l'opportunité de faire partie de cette CW nouvelle génération, avec finalement tout ce que cela comporte, avec un nouveau management, une nouvelle direction artistique. Terry Funk, il a été reconnaissant de pouvoir se retrouver dans cette CW qui est un nouveau projet, une nouvelle génération qui arrive dans une nouvelle ère. Mais il veut surtout capitaliser. Et ce qui est important, c'est de remporter le championnat, ce championnat CW. Il en a besoin pour revivre des émotions. Il sait qu'il n'en revivra pas énormément parce qu'il est vieux, Terry Funk, mais il veut à nouveau toucher ce titre CW et il est prêt à tout, et à notamment mettre sa carrière en jeu pour retrouver cette ceinture et aller chercher un deuxième règne de champion ECW du côté de l'Extreme Championship Wrestling. Et il demande aux fans que quoi qu'il arrive, les gens ne soient pas déçus de sa décision et ne lui en tiennent pas rigueur. Le match suit, ça fait un 75 de rating, de très très belle facture. Le Sandman face à Terry Funk, match exceptionnel bien sûr. Terry Funk performance de 80, le Sandman 71, du bon travail de Woman ringside, street fight 13 minutes 45. De la grosse bagarre, du filler, du storytelling, parce qu'on raconte une histoire dans le ring, bien évidemment. Terry Funk va devenir le nouveau champion de la ECW, bah oui. Terry Funk remporte le championnat en battant avec le Funker Salt l'ami Sandman, le marchand de sable, qui n'a désormais plus de ceinture. Pourquoi il a plus de ceinture? Parce que Mikey Whipwreck est intervenu. Mikey Whipwreck, qui n'est plus apparu depuis plus d'un mois, qui fait son retour à la ECW, pour coûter la victoire au Sandman, avec qui il a eu une grosse rivalité. Et Terry Funk, il s'est pas rendu compte de cette intervention. Il célèbre. Ah, bien sûr qu'il célèbre. Mikey Whipwreck monte dans le ring, l'applaudit, voilà, magnifique, lui lève le bras en disant Terry Funk, nouveau champion, les gens sont contents. Sauf que Terry Funk, il voit Mikey Whipwreck, il se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, il se pose des questions sur la fin du match, notamment, et peut-être quelque chose qu'il aurait raté. Et donc, du coup, il y a un moment de flottement et un gros échange de regards entre Terry Funk et Mikey Whipwreck à l'issue de ce show. 75 de rating. Le Sandman qui me dit je peux performer dans des matchs qui me mettent un peu plus en valeur mon style de catch. Toujours surprenant ce garçon. 76 de rating, bah ça c'est très bien. On va faire des speeches. On va bien sûr féliciter Terry Funk parce que Terry Funk, là franchement, pour petit second exemple, on va également donner des encouragements à Taz et à Rick Martel parce que j'ai besoin d'avoir ces garçons pertinents, vraiment. Tout le monde paraît content, c'est magnifique. Voilà. Gros show. On a fait un meilleur rating, les gars, que Survivor Series chez WWF. C'est quand même important de le noter. Et à nouveau, un profil de catcheur japonais, Riki Fuji. Voilà, Sexy Storm, hard rock. Ouais. Ok, très bien. Le garçon a l'air d'avoir un look. Mais encore une fois, catcheur japonais, je l'ai expliqué. Barrière de la langue à la ECW, ça va pas me convenir. Et puis c'est vrai que de manière générale, je suis pas forcément très à l'aise pour booker les catcheurs japonais. C'est vrai que du côté de la All Elite Wrestling, on avait Katsushika Okada, dont on a fait quand même une star. Je vous invite à aller voir la série, qu'on reprendra peut-être le jour où je me serai refait tous les épisodes et que j'aurai à nouveau tout bien frais dans la tête. Mais c'est vrai que je suis pas forcément plus à l'aise pour booker les catcheurs japonais. Ils m'inspirent pas toujours, puis c'est vrai que cette barrière de la langue m'embête un peu. J'avoue humblement que, voilà, des fois faut être honnête, bien évidemment. New Time for WCW. Apparemment, ils ont changé de spot pour leur diffusion de show. Très bien, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il y a eu WCW World War 3, 78. Ils ont fait un meilleur show que nous. Hulk Hogan qui a gagné la Battle Royale.
Hulk Hogan qui défait le Taskmaster pour redevenir champion de la WCW. Ok. Sting qui a conservé son championnat. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Cactus Jack qui était présent dans un match avec Brian Pillman. The Renegade qui a défait Sabu pour retenir le championnat TV de la WCW. Les championnats par équipe qui ont été défendus également. Ok, très bien. Bon show, hein. Bon show. Bon, il y a moins de monde hein, que WWF, hein, parce que là, il y a 19 000 personnes dans les gradins. Mais quand même. Bataille régionale, bah écoute, on fait plutôt les choses correctement, puisqu'on a fini premier partout. Tout Cool Scorpio qui voit la FMW lui fait une offre de contrat en culte. Oula, alors attends voir. Est-ce qu'on perd pas Tout Cool Scorpio là sur cette histoire? Non, 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 c'est du fait par apparence, tout va bien. Chris Benoit, qui apparemment a signé. Enfin non, il n'a pas signé, mais il a reçu une offre de la PWFG, que je ne connais pas. Et Stevie Richards dit que son momentum est un peu aux toilettes. Il va peut-être falloir lui donner un peu plus de victoire. Et 0.04 de TV rating du côté donc de November to Remember. Si on compare avec Crossing the Lines, 36 250 viewers. Et là, on fait 31 920 viewers. Un petit peu décevant, malgré le fait qu'on ait fait un show de qualité et que je sois satisfait de ce qu'on a pu proposer à l'écran. Alors, un petit point avant de se quitter sur la size, hein, bien sûr. On est toujours à 50 hein, dans la Tri-State notamment. Ça bouge pas pour l'instant, la track progress est vraiment toujours le même. On a du mal pour l'instant à progresser, mais je pense que quand on passera l'année 96, enfin la fin de l'année 95 et qu'on arrivera en 96, il y aura peut-être matière à prendre de la popularité et de l'importance, parce que je rappelle que pour l'instant on a un momentum de 100. Voilà, il faut juste faire augmenter le prestige et ça c'est un petit peu le plus long. Point sur les storylines, bien sûr, avant de regarder, bien sûr, vous le savez, le prestige des ceintures. Raven Tommy Dreamer 75, Taz Rick Martel 66, Terry Funk Jerry Lawler 74, la Dudley Family face au Pitbull 76 et Public Enemy face aux Gangstas. On peut mettre fin à la storyline, bien sûr, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et au niveau des titres, ah là vous le voyez, il y a du prestige, 82 pour le titre TV de Chris Benoit, 91 pour le titre World de Terry Funk et 76 pour les titres par équipe pour les nouveaux champions, les Pitbulls, qui ont mis fin donc au règne assez long de Raven et Richards. Lors du prochain numéro, on bouquera la fin de l'année 95, dernier mois de l'année, on sera en 1996, mais avant ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain et ça aide bien sûr à la chaîne pour le référencement et pour qu'on continue à amener beaucoup plus de monde dans notre nouvelle aventure. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, suivant au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.